Quand j'avais 10 ans, j'étais un enfant à peu près normal. À la différence près que j'ai un lobe d'oreille un petit peu cisaillé, je suis sûr que t'avais jamais vu ça, que j'ai deux doigts de pied qui sont palmés. T'imagines une fine membrane de peau à peu près à mi-distance entre deux doigts de pied. Et que j'avais une boule au niveau du pubis à droite. Je me rappelle très bien, j'étais chez ma grand-mère et du coup cette boule je l'avais remarquée il y a pas longtemps et je m'adresse à un de mes grands cousins je lui demande cousin, cousin, hé, à quelque chose près et je lui dis excuse-moi grand cousin, est-ce que toi aussi tu as une boule au niveau du pubis à droite? J'utilise pas le terme pubis, j'avais 10 ans mais t'as compris et il me dit non, absolument pas, j'ai jamais eu ça de ma vie, t'es trop bizarre. T'es sûr que c'est pas une couille? Je lui dis non, je suis sûr que c'est pas ça. Bref, donc non, il avait pas ça. Donc moi je laisse traîner et on va dire que je vis avec et ça m'a jamais trop dérangé. J'ai remarqué qu'elle apparaissait plus souvent quand j'éternuais, quand je rigolais, et que quand j'appuyais dessus, elle pouvait rentrer. Et arrivé en P1, en P2, je me dis ok, maintenant je commence à devenir médecin, il faut peut-être que je me penche sur le sujet. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je me diagnostique. Je fais un peu mes recherches et très vite je tombe sur une hernie inguinale. Ce que j'avais, c'était une hernie inguinale. Et là, tu vas me dire, mais Julien, c'est quoi une hernie inguinale? C'est exactement ça. Une hernie inguinale, c'est une petite boule, comme tu peux voir à ce niveau-là, désolé, je dois faire ça en inversé, qui est liée à une protrusion du contenu digestif à travers une faiblesse de la paroi des muscles abdominaux. Une hernie, de façon générale, c'est la protrusion d'un organe en dehors de sa place naturelle. Souvent, il y a une faiblesse justement du contenant. Tu connais les hernies discales, bah, c'est à peu près le même principe. Et pourquoi je t'en parle maintenant et pourquoi je pense que c'est important d'en parler? Bah, pour deux raisons. Déjà parce que je me suis enfin fait opérer il y a une dizaine de jours et aussi parce que c'est super fréquent. À peu près un homme sur quatre va avoir une hernie inguinale au cours de sa vie. À peu près 3 à 5% des hommes en ont une dès la naissance. Je ne sais pas si c'était mon cas. Moi, je l'ai remarqué quand j'avais 10 ans. Mais ce qui veut dire que à peu près, sur 100 vues, là, si on a 50 hommes, entre 2 et 3 hommes ont une hernie inguinale. Là, maintenant. Sur 1000 vues, entre 20 et 30. C'est énorme et pourtant personne n'en parle. Alors si je suis là, c'est pour te témoigner un petit peu de mon expérience, pourquoi j'ai été amené à me la faire opérer, et que tu comprennes un petit peu mieux et peut-être dédramatiser, si tu en as une, te sentir peut-être un peu moins seul, parce que c'est quand même un peu tabou. C'est pas loin des organes génitaux, c'est pas forcément très beau. La physiopathe, elle est aussi un peu spéciale, donc on va en parler aujourd'hui. Il faut savoir donc, comme je t'ai expliqué, maintenant tu sais ce que c'est une hernie inguinale. Une hernie, ça peut arriver au niveau de la paroi abdominale à peu près à n'importe quel endroit. On a les hernies ombilicales, même principe, mais au niveau du nombril. On a les hernies crurales, c'est un petit peu plus bas, donc au niveau du haut de la cuisse si tu préfères. Et il faut savoir que les hernies, ça touche beaucoup plus les hommes que les femmes. À titre personnel, moi, je pense que c'est purement génétique. On sait que ça vient beaucoup de la génétique parce que dans ma famille, il y a des personnes qui en ont eu, très proches. Et je te rassure, je tiens à te rassurer, si tu as une hernie inguinale, là maintenant, homme comme femme, peu importe ton âge, ce n'est pas grave. Aucune urgence. La seule chose qui pourrait te faire mourir, et tu as 1% de chance à peu près au cours de ta vie, c'est qu'elle s'étrangle. Parce que si tu veux, quand tu as une hernie, elle passe à travers, si tu veux, un espèce de collier de muscles. Tu vois bien qu'elle est un petit peu compressée. Souvent, c'est pas grave. Par contre, si pour X ou Y raison, elle reste coincée dans ce collier de muscles, elle peut déclencher ce qu'on appelle une hernie étranglée. Comment reconnaître une hernie étranglée? Ça te fait mal, ça devient rouge, en fait inflammatoire, tu n'arrives plus à réduire ton hernie, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à rentrer de nouveau dans sa cavité naturelle, et en fait tu le sens, ça te fait mal, tu peux avoir aussi tout ce qui est du coup une occlusion intestinale, ok, tu peux avoir des vomissements, tout ça, bref, tu peux pas passer à côté. Si ça t'arrive, c'est urgent, tu vas de suite aux urgences, parce que tu peux en mourir. Mais c'est 1% à l'échelle d'une vie. Pour quelqu'un qui a une hernie, évidemment. Donc voilà, c'est à peu près le seul risque qu'on a. Les autres désagréments, si tu veux, liés à ce genre de pathologie, à cette hernie, on va dire, inguinale, c'est avant tout le ressenti. Ça fait une gêne. Parfois, ça peut être un petit peu douloureux. Moi, c'était très rarement douloureux, très 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 rarement, mais c'est arrivé peut-être entre 2 et 5 fois à l'échelle sur 15 ans. Et c'est inesthétique. C'est pas très beau.
Et pour ceux qui pratiquent des sports de force, donc la musculation, hein, un sport de force forcément, comme moi, surtout tout ce qui est squat lourd avec ceinture pour l'hyperpression abdominale, tout ça, bah forcément, c'est voué à un petit peu progresser. Et avant que je te parle de cette progression, je vais te parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé du coup entre mes 10 ans où ça a été découvert et maintenant. Comme je t'ai dit, à peu près vers ma P de médecine, je m'en suis occupé. J'ai commencé à m'y intéresser, je suis allé voir mon médecin quand même. Je me suis dit, ok, je vais pas. Je suis en P de médecine, peroxysome, tout ça, ça va. Hernie inguinale, jamais entendu parler. Donc je suis allé voir mon médecin traitant, il m'a dit, oui, en effet, c'est probablement une hernie inguinale. On va faire une échographie quand même pour vérifier. Je fais une échographie, tout était aligné sur le fait que ce soit une hernie inguinale. Bon. De là, il m'a adressé à un chirurgien, chirurgien viscéral, excuse-moi, de sorte à pouvoir la réduire. Ok. À pouvoir l'opérer, et voilà, si ça me gênait trop. J'y suis jamais allé. Voilà, toujours les cordonniers les mieux chaussés. Donc j'y suis pas allé parce que bon, moi ça me gênait pas, j'avais pas forcément envie de me faire opérer. Bon, ok. Ce qui fait que de mes 19 ans jusqu'à mes 24 ans, 5 ans, de ma P2 à ma 6e année si tu veux, bah ça m'avait pas trop gêné, pardon. Ça continuait, je faisais ma vie avec, bon bah des fois elle était présente, des fois pas du tout, des fois elle me gênait, des fois pas. Et on va dire que depuis maintenant 1 an, elle progressait de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant elle était purement inguinale, et puis ensuite très vite, elle est devenue depuis 1 an inguinoscrotale. Encore une fois, on va être un petit peu proche pendant cette vidéo. Inguinoscrotale, scrotal, scrotum, scrotum, les bourses. Hein. C'est-à-dire que à force de sortir, rentrer de sa cavité, ben, le trou s'élargit et il y a un peu plus de contenu digestif qui sortent, qui vont plus loin jusqu'à aller dans le scrotum. Et ben en fait, c'est pas plus gênant que. Enfin, on va dire, ça crée pas plus de gêne physique que lorsqu'elle était inguinale. Par contre, c'était inesthétique au possible et aussi, ben, c'était gênant. Elle sortait de plus en plus souvent jusqu'à ce qu'elle soit omniprésente. C'est-à-dire que dès que je la réduisais, donc je faisais re-rentrer l'hernie dans sa cavité naturelle, et ben elle ressortait quasiment sans même que je fasse un gros effort abdominal. Donc c'était plutôt embêtant. Et ça depuis 1 an progressivement. Et je me demande même si c'est pas lié à un événement aigu, c'est-à-dire que on sait que l'hyperpression abdominale, du coup, peut la faire sortir et est un facteur favorisant la progression. Et je me rappelle une fois, je sais plus vraiment ce que j'avais fait, j'avais peut-être éternué, je crois, c'était le matin, j'avais éternué. Et après avoir éternué, ça m'avait fait mal. Et j'ai pas senti comme une sensation de déchirure. Et à partir de ce jour-là, j'avais l'impression qu'elle avait progressé. Je sais pas si c'est moi, si c'est vraiment lié ou... Enfin bref, donc c'est possible. Donc depuis 1 an, elle m'embêtait plus. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en fait ? Bah, je savais que le seul moyen pour pouvoir guérir une hernie inguinale, en tout cas de façon certaine, sûre, solide et sans laisser place à l'aléatoire, bah, c'était la case chirurgie. Il y a de très rares cas de guérison spontanée ou alors de guérison liée à une espèce de prothèse comme un plâtre, en fait, une attelle plutôt que tu mets et qui contiendrait l'hernie. Et en fait, si l'hernie ne sort pas pendant X temps, bah, mais vraiment longtemps, vraiment pas une seule fois pendant longtemps, bah, ça peut peut-être se consolider. Mais en tout cas, ce sont des cas qui sont très anecdotiques et le seul traitement, on va dire, de l'hernie inguinale, c'est la chirurgie. Ce thé est totalement froid. Et donc, il fallait que je passe sur le billard. De là, 2 options. Comment ça s'est passé ? Eh ben, j'ai pris rendez-vous chez un chirurgien digestif et du coup, je lui ai dit, voilà, j'ai une hernie inguinale depuis 15 ans. Il a regardé, il a fait, oui, en effet, tu as une hernie inguinale. Chapeau, bien joué, t'es en médecine, toi. Oui, je suis en médecine. Et, et du coup, ben, on a discuté des potentielles solutions opératoires. Moi, j'ai un ami à moi qui s'est fait opérer aussi d'une hernie inguinale, moins grosse que la mienne, et qui m'a dit, ouais mec, essaye la méthode Schuldeis. En gros, tu as 2 façons d'opérer une hernie. Soit tu utilises donc la méthode, le gold standard, on va dire, c'est de mettre un filet prothétique, une espèce de quadrillage qu'on fixe à tes muscles, en fait, par voie célioscopique. La célioscopie, c'est le fait de
placer, de faire une chirurgie via caméra, ok, t'as pas d'ouverture, t'as pas de laparotomie, donc on n'ouvre pas ta paroi abdominale si tu veux. Juste on met une caméra, on fait des trous en fait, on met une caméra, on met de l'air de sorte à distendre un peu, donc du coup on va dire ouais, tout ce qui est paroi abdominale, tout ça, pour avoir la place de voir. Il y a une lampe torche et tout. Je t'explique avec mes mots parce que j'ai pas vu énormément de celluloscopie. Et en gros, avec des pinces, le chirurgien, du coup, il peut opérer sans ouvrir à ciel ouvert, du coup, on va dire, ton contenu digestif, tout ça. Et donc, il peut placer la prothèse comme ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'inconvénients à la célioscopie, si ce n'est que je crois que le risque de lésion nerveuse est un peu plus grand, je sais plus si le risque d'infection est plus grand, bref, là ça dépasse peut-être un peu mes connaissances, mais je sais que, bon, ça a des risques que l'autre méthode, du coup, n'a pas, tout comme l'autre méthode a des risques que la célioscopie n'a pas, et l'autre méthode c'est la méthode qu'on appelle Schuldeis. Je pense que c'est le nom du mec qui a inventé cette méthode, et cette méthode un peu plus archaïque et plus simple à comprendre si tu veux, c'est on ouvre à l'endroit de la hernie, on fait une cure de hernie, c'est-à-dire qu'on découpe, si tu veux, le sac péritonéal. Le péritone, c'est un espèce de drap qui recouvre ton contenu digestif et qui permet de le contenir dans un espèce de sac, si tu veux. Et l'hernie, du coup, à force de sortir et de rentrer, en fait, ça distend un peu ce sac au niveau local et ça crée une espèce de mini-sac, un sac de hernie, on va dire. Et donc, il faut enlever ce sac-là parce qu'il ne sert à rien. On va recoudre la faiblesse abdominale que j'avais. Et donc, on ne pouvait pas recoudre en laissant ce sac. Ça faisait pas trop de sens. Donc, ils enlèvent ce sac. Ils recousent le péritoine. Hop, ils remettent le truc. Donc, après avoir ouvert, bien sûr. Et après, ils recousent, il me semble, fascia et muscles en plus. Donc, il me semble qu'il y a trois feuillets de recousu, on va dire, globalement, et en plus de la peau, il me semble. Si jamais il y a des chirurgiens digestifs qui passent par là et qui m'entendent dire des bêtises ou qui veulent étayer, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire. Et donc, pourquoi j'ai préféré cette technique c'est un choix assez personnel, parce que le gros inconvénient de cette technique, qui est un peu plus archaïque, c'est qu'il y a un taux de récidive légèrement plus grand. À peu près 30% de chance de récidive à l'échelle d'une vie, ce qui est vraiment pas rien. Ce qui est aussi 70% de non-récidive. Donc il faut plus. Enfin, moi je l'ai plus pris comme ça, et si j'ai choisi cette méthode, c'est pour la simple et bonne raison. C'est conviction personnelle, ça peut presque paraître bête venant d'un médecin, mais c'est que j'aime pas l'idée d'avoir du matériel étranger à l'intérieur de moi. C'est juste ça. C'est un peu bête. Pour autant, il y a quand même des points de suture qui vont rester. Je sais pas combien de temps ils vont rester, probablement toute ma vie, vu que ce sont des non résorbables, forcément. Mais l'idée d'avoir une prothèse, un peu chiant. Du coup, j'ai préféré cette méthode-là pour cette simple et bonne raison, ce qui peut en dépasser certains, mais qui, moi, me semblait plus judicieuse, même si le taux de récidive est plus grand, les suites opératoires étaient plus douloureuses, bref. Et je vais vous en parler. J'ai pris rendez-vous avec ce chirurgien, on en a discuté. Allez, nickel, écoute, mon chirurgien m'a dit je t'ai expliqué la méthode Schuldeis, je t'ai expliqué le gold standard, tu choisis, moi je peux te faire les deux, il n'y a pas de souci. Et c'était très cool, c'était un chirurgien assez jeune, vraiment, avec des bons retours. Voilà, donc je lui ai dit que j'étais en médecine, voilà, ça fait plaisir, confrère, on s'est tutoyé, tout ça, et c'était très cool. Donc très très sympa, je remercie beaucoup mon chirurgien. Ça m'étonnerait qu'il passe sur cette vidéo, mais merci beaucoup. Et donc, du coup, on prévoit l'opération à peu près un mois et demi après la consultation, voire 2 mois après, il me semble. Opération prévue. Consultation anesthésique aussi à ne pas oublier, au moins 48 heures avant, il me semble. Et j'avais plusieurs choix pour me faire anesthésier et que l'opération ne soit pas douloureuse. J'avais en vérité 2 choix. Méthode classique, anesthésie générale. Tu dors, il t'opère, tu te réveilles. Et l'autre possibilité anesthésique, la rachianesthésie. Une rachianesthésie, c'est quoi ? C'est à quelque chose près, pardonnez-moi les anesthésistes s'il y en a parmi vous, c'est à quelque chose près une péridurale. Ok ? On met une aiguille dans le... Alors si je dis pas de bêtises, le canal lombaire du coup.
Bref, au niveau des racines lombaires, moi je sais qu'il a piqué à peu près au niveau de L3. Un petit peu comme une ponction lombaire, mais un peu plus haut du coup. Attention, vous n'attrapez pas ma veste. Et ils envoient du produit anesthésique. Là, donc c'était pas de la lidocaïne, c'était de la xérocaïne, je sais plus. Bref, un composé un petit peu plus récent. Je crois qu'il m'a dit. Ouais, non, qui date un peu. Mais bref, il me l'a dit, mais j'étais à fond concentré sur l'opération, donc j'ai pas retenu. Et, euh, et donc, voilà, faire en gros, si vous voulez, une péridurale et, et de sorte à ce que j'ai pas les inconvénients de l'anesthésie générale. Qui, encore une fois, rachianesthésie comporte aussi des inconvénients propres à cette méthode anesthésique. Et j'ai préféré la rachianesthésie pour la simple et bonne raison, enfin, il y a plusieurs raisons, et elles sont toutes un peu bêtes. Putain, c'est vraiment les coordonnées les plus mal chaussées, mais bref. Pourquoi pas d'anesthésie générale? J'ai déjà eu une anesthésie générale, ça s'était bien passé, pour les dents de sagesse, il n'y a pas eu trop de soucis. Mais s'il y a bien un truc horrible avec le fait d'être en médecine, c'est que maintenant tu sais exactement tout. Tout ce qui se passe quand on doit t'opérer, quand on doit te mettre un médicament, quand on doit te faire un truc qui touche au médical, tu sais globalement, dans 9 cas sur 10, comment ça se passe. Et la première raison un peu stupide, c'est que je voulais tester. Je voulais tester une rachianesthésie, je voulais être conscient de mon opération, voir comment ça se passe, qu'est-ce que ça fait une rachianesthésie, et c'est tout. Deuxième raison, c'était aussi pour simplement éviter d'avoir des drogues, on va dire, qui passent en systémique. Je préférais largement une seule drogue qui passe uniquement dans mon canal rachidien, plutôt que des drogues, propofol, tout ça. Le risque est quasi inexistant. Ok, mais c'est juste à titre personnel, presque à titre de conviction, je préfère qu'il y ait le moins de médicaments qui passent dans mon corps. Troisièmement, c'est pour éviter le fait de se faire intuber. Pareil, bon, si je peux éviter les risques de l'intubation et le fait qu'on me mette un tuyau jusqu'au début de la trachée, pareil. C'était plus appréciable pour moi et on va dire que l'ensemble de ces trois choses, de ces trois raisons, surtout la première, en vrai je voulais surtout tester, m'ont conduit à plutôt faire une rachianesthésie. Donc j'ai été conscient pendant 45 minutes de mon opération. Et c'est là que je vais te parler de mon opération. Je regarde un peu mes notes, mais non, tout est ok. Donc j'arrive à l'hôpital le jour J, un peu stressé mais pas trop, et donc voilà, on me prépare pour aller au bloc. Je vais un peu passer vite sur cette étape, hein, mais probablement que tu vois comment ça se passe. C'est un thé glacé. Et arrivé sur la table opératoire, bon, voilà, je vois l'équipe qui s'occupe de moi et tout, ça fait trop bizarre parce que souvent, je suis allé beaucoup plus souvent au bloc en tant que médecin qu'en tant que patient. Et donc voilà, je me suis un peu découvert dans cette phase où je deviens le patient et j'ai remarqué que je parlais pas beaucoup. Je parlais pas beaucoup, j'étais assez dans ma bulle, assez concentré sur le moment et j'essayais de n'y être trop chiant parce que j'ai remarqué une propension à être chiant quand tu sais beaucoup de choses et, euh, et du coup j'avais à la fois envie de dire plein de trucs mais à la fois je me suis dit attends mais fais pas le patient chiant en fait. T'aimes pas les patients chiants quand toi t'es à la place de médecin, alors essaye d'être le moins chiant possible. Et, euh, et deuxièmement, du coup, c'est que, c'est que ouais, comme j'ai dit, je parlais pas beaucoup. Et, euh, et bref, mais j'étais concentré sur l'opération et encore une fois, je savais 9 choses sur 10 qu'on allait me faire et c'est un peu bizarre. Ça me donnait envie d'être presque de tout contrôler en fait. Et j'aime pas lâcher prise. Donc, il m'amène au bloc. L'anesthésiste, super sympa. Voilà, il m'explique ce qu'est une rachie. Voilà. Euh, je lui dis que je suis en 7ème année de médecine aussi. Voilà, que franchement, je kiffais trop l'anesthésie et tout. Que j'aurais pu prendre ça si jamais je m'étais chauffé, que je voulais travailler à l'hôpital et que je voulais mettre de côté les réseaux sociaux. Au final, j'ai pris MedG parce que ça me va tout aussi bien, si ce n'est plus, et ça me permettait d'avoir plus de qualité de vie. Enfin bref, j'en ai déjà parlé. Et donc il commence la rachianesthésie, il nettoie et il me fait du coup la péridurale. Avec une toute petite aiguille. Et honnêtement, ça fait très peu mal. C'est un peu bizarre. Tu sens qu'il y a un
truc dans ton dos, en fait, à un endroit où il faut pas qu'elle soit, et il injecte le produit. Je sais pas si j'ai fait un mini vagal ou si c'est une réaction normale, mais je me suis senti un peu vaseux. Je lui ai dit, il m'a rallongé du coup et je lui ai dit bon, là je me sens un peu vaseux. Je sais pas si c'est normal. Voilà, je le dis, c'est comme ça. Il me fait ouais c'est normal, pas de souci. Je fais ok. Petit à petit, je sens la moitié de mon corps, à partir du nombril, on va dire, me quitter. Petit à petit, je deviens paraplégique. Vraiment, je ne sens plus rien et je peux plus bouger mes jambes. Et ça, les amis, en fait, je m'y attendais, mais waouh, quelle folie de vouloir bouger tes jambes, tes orteils, tes mollets, contracter tes mollets, contracter tes quads et ne pas pouvoir. C'est une folie, ça fait flipper. C'est un des trucs les plus flippants que j'ai fait de ma vie. Vraiment. Et, et donc, ok, voilà, l'anesthésie qui commence à se propager. Je me sens plus vaseux, ça va bien. Il me dit ok, on te met un petit antibiotique et tout, paire opératoire pour limiter le risque d'infection. Chirurgien il vient, ah salut ça va et tout, ouais, on se check presque. Et voilà, il se prépare, il commence l'opération, il me fait le Schuldeis. Pendant 45 minutes j'ai tout senti, c'est-à-dire que je sentais, j'avais pas de douleur, quasiment pas de douleur, très peu. Il y a de très rares moments où j'ai eu mal, mais je sentais. Et du coup je sentais en fait qu'on me touchait de l'intérieur. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et donc, j'étais dans un espèce d'état méditatif, comme ça, à regarder le plafond. Et je faisais des petits exercices de respiration et j'essayais de me concentrer. J'essayais de deviner à quelles étapes ils étaient de l'opération. Et à de rares moments, ils ont essayé de me parler. En mode ah, et du coup, Julien, toi, t'es en médecine générale et tout. Moi, je faisais juste ouais, c'est ça, ouais. J'avais pas envie de parler pour deux raisons. Déjà parce que j'étais en état méditatif et deuxième raison, c'est que j'avais l'impression que si je parlais, je contractais au moins un peu mes abdos et que j'ai l'impression que la hernie elle allait exploser. C'est horrible. C'est horrible. En fait, c'est une sensation bien sûr que non, je pouvais parler, il y avait aucun souci. Mais en fait, j'étais dans un tel état méditatif. En fait, il y avait plus rien qui retenait la hernie, donc j'étais juste en mode putain, mais j'ai pas envie de forcer sur les abdos et ouais, en fait, t'as un peu la crainte, en fait. T'es conditionné à ce que quand tu forces sur les abdos, la hernie sorte. Donc, c'est pour ça. Donc voilà, pendant 45 minutes, je comptais à peu près le nombre de fois où le brassard à tension se serrait, à peu près toutes les 5 minutes. Et j'ai pas compté exactement, mais c'était un peu mon indicateur pour savoir quand est-ce que je passais le cap des 5 minutes à chaque fois. Et voilà. Il m'a mis une hydrate. Le risque de la rachianesthésie, surtout chez les hommes, c'est la rétention aiguë d'urine. Donc il m'a dit dès que tu peux, tu vas uriner ensuite. J'étais là, ok, ils finissent l'opération et ah oui, juste avant, ils ont utilisé la bipolaire. Donc deux choses. Déjà de un, j'ai senti mon propre corps, l'odeur de mon propre corps brûlé, cramé. J'ai senti en fait l'odeur de ma propre viande cuire. C'est fou quand on y pense. Et deuxièmement, en fait, la bipolaire, du coup, c'est une espèce de résistance. Si vous voulez, c'est une pince. Vous savez, la pince qui, quand les deux pôles se touchent, bipolaire, fait le petit bruit comme ça. Et en fait, ça crée une résistance qui permet de créer de la chaleur très forte, très rapidement, et qui crame, si vous voulez. Ça permet de cautériser les vaisseaux, et ça permet de, parfois, lorsqu'on parle du bistouri électrique, de découper certaines structures de façon plus facile. Bref. Et vu que c'est de l'électricité, des fois ça lâchait des petits non, je le fais très mal, mais des petits comme ça, en mode des petits courants électriques. et, et du coup je me rappelle, il y a eu un moment, donc ça me faisait des petites décharges des fois. Il y a eu un moment où il y a eu une big décharge, ça fait comme ça, et j'ai fait ils ont fait ça va, j'ai fait oui, ça a pas fait mal, mais juste j'ai pris un coup de jus. Et donc voilà, j'ai pris un coup de jus durant l'opération. Ils m'ont refermé, suite post-opératoire, ils m'ont remis sur le brancard, voilà. Et l'anesthésie se dissipant un peu, je commençais à avoir un petit peu mal, ils m'ont mis des traitements pour la douleur, voilà. J'ai attendu à peu près 1 heure en salle de réveil, pareil, en méditation, j'avais rien à faire, j'avais pas mon portable, hein, bien sûr, et je me rappelle que j'ai quasiment dormi. Je me suis surpris en train de ronfler à un moment, parce que c'était assez long. Après, ils m'ont mis en chambre et j'ai pu enfin manger et boire parce que j'étais à jeun du coup hydrique
et au niveau des solides. J'ai pu manger, boire et ça faisait du bien. Ça faisait énormément de bien et j'avais pas si mal que ça avec les antalgiques qu'ils m'ont mis. J'étais juste un peu barbouillé, vite fait. J'avais énormément envie d'uriner, du coup ils m'ont mis un demi-litre d'eau dans les veines sans compter les antibiotiques et sans compter euh, peut-être les, je sais pas ce qu'ils ont pu me mettre, ouais, des antalgiques et tout. Donc ouais, j'ai dû boire 1 litre par les veines, donc j'avais envie d'uriner. Et du coup j'ai pu me lever de suite, sans trop de problèmes. J'ai pu marcher assez correctement. J'avais encore les antalgiques dans mes veines, donc j'ai pas trop mal. Et je me sentais bien. Franchement, ça va. Les infirmières, elles se sont chiées dessus que je fasse un syndrome post-PL. En gros, c'est que comme on a injecté un peu de liquide au niveau de... Ouais, de... Alors si je dis pas de bêtises, de l'espace péridural, en fait, de l'espace où il y a le liquide céphalorachidien, donc en fait qui connecte entre le cerveau et du coup la moelle, qui fait baigner la moelle et le cerveau dans leur cavité. Et vu qu'on a un peu injecté du liquide, qu'il y a des reformations liquidiennes qui se forment petit à petit pour que ça recrée une osmose parfaite, et ben si on bouge trop, si on se lève trop vite, on peut avoir un syndrome post-PL en mode des maux de tête assez violentes, etc., des vomissements et tout, bref. Ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé, je me suis levé, je suis allé uriner, tout s'est bien passé. Voilà, et j'ai attendu très longtemps avant que le chirurgien revienne me voir, il voulait me voir en post-opération pour me donner les dernières consignes et me dire comment ça allait se passer et tout ça. Et j'ai attendu quoi, peut-être 3 heures. Et au final, il n'est pas venu parce qu'il avait une urgence et parce que voilà, malheureusement, il était débordé. Il y a un truc qui a fait qu'il n'a pas pu venir. Donc au final, j'ai attendu 3 heures et mon père est venu me chercher et ça s'est bien passé. Je suis rentré chez moi le soir même. Je crois que je commençais à avoir des douleurs et je commençais à capter dans quel pétrin je m'étais mis. Et puis là commence le début du supplice. Si vous voulez voir à quoi ressemble une opération Schuldeis, je vous mets un lien en description. Et, euh, et puis voilà. Ah oui, j'ai regagné aussi forcément du coup progressivement l'usage de mes jambes. Et purée, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Parce que du coup ça dure à peu près 2 heures cette anesthésie. Et je me rappelle, même au bout de 20 minutes en salle de réveil, j'arrivais toujours pas à bouger mes jambes. Là, tu sais, t'es toujours là en mode est-ce que je vais regagner la sensibilité. Forcément. Dans ma tête, c'était bah oui, bah, c'est le produit. Et après, côté médecin, côté cordonnier, toujours plus mal chaussé et presque psychotique, je me suis dit attends, si c'est un hématome, s'il a fait un hématome en piquant qui est en train de gonfler, et c'est ça qui me permet plus de bouger mes jambes. À mon avis, il y a une chance sur, j'en sais rien, 100 000, tu vois, j'en sais rien. Mais j'avais pas eu mal du tout lors de la piqûre, il y avait aucune chance que ce soit ça, mais je me suis dit, ok, on va voir. Et au final, je commençais à regagner progressivement en sensibilité, motricité, je me suis dit, bah c'est pas ça. Donc voilà, et j'ai regagné progressivement du coup, sur l'espace de 45 minutes, on va dire, ma motricité et ma sensibilité. Et purée, vraiment, ça faisait du bien. Je sais pas si c'est un effet secondaire un peu normal ou connu, mais ça faisait vraiment du bien. Genre, je sentais mes muscles, enfin que je pouvais reprendre le contrôle de mes muscles. Et je sais pas, c'est une sensation un peu comme de massage. Ça faisait du bien. Je sais pas si c'est mental ou si c'est vraiment physique. Mais bref. Donc voilà, je rentre chez moi et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai oublié de dire qu'ils m'ont, du coup, post-opération, après avoir, enfin, juste à la fin de l'opération, après avoir découpé, ils ont recousu en faisant une méthode surgée, c'est-à-dire des points invisibles, où ils prennent juste la partie juste avant la peau, si vous voulez, bon, imaginez, dehors de la peau, intérieur de la peau, hop, c'est ouvert comme ça pour l'opération, blablabla. Et en gros, ils piquent juste là, en, en, comment dire, en arc de cercle, ils font comme ça, sur une berge, puis ils font pareil sur l'autre. Et en gros, ils serrent et ils font un point interne, en fait, avec du fil résorbable, ce qui donne des cicatrices vraiment beaucoup plus belles qu'avec du fil non résorbable et avec un point externe. Et donc voilà, ils ont fait cette méthode, ils ont mis des stéristrips, donc des espèces de petits scotch qui collent la peau pour un peu plus tenir et faire une cicatrice encore plus belle, je suppose. Et pour limiter l'hématome, parce qu'on m'a quand même ouvert une partie de l'abdomen, et ben ils ont mis un pansement compressif. Donc c'est une espèce de grosse compresse
et ils tendent, si tu veux, une espèce de bande adhésive, et il la serre bien, de sorte à ce que cette compresse, elle appuie sur la partie qui a été opérée, et que ça limite l'hématome par un effet physique de compression des artères et des veines. Donc voilà, ils ont fait ça. Le chirurgien m'a dit que le compressif, je pouvais l'enlever dans 24 heures, que les stéristrips, on les laissait, on les touchait pas, ils allaient tomber dans 7 jours, et qu'après, il faudrait à peu près 1 mois à 1 mois et demi pour, on va dire, totalement cicatriser et reprendre le sport. Sachant que l'aspect esthétique de la cicatrice peut évoluer jusqu'à 1 an après. 1 mois sans sport. Et là, je suis à 10 jours. Je commence à péter un câble, je commence à entendre des voix. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, non, c'est long. C'est très très long. Et donc, je suis rentré chez moi, J1, j'ai rien fait de ma vie. J1, je suis resté dans mon lit et ça faisait très bizarre. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un gros bosseur. Et, et je prends assez rarement des temps de pause ou des journées complètes, pour ne pas dire quasiment jamais. Et j'ai pris une journée complète à ne rien faire. C'était très spécial. On y prend vite goût. Mais du coup, ouais, j'ai pas bougé du tout, j'avais trop mal. Il me l'a dit, hein. Il me l'a dit à la fin de la chirurgie, ouais, par contre ça va faire mal. Et moi j'étais là en mode, ça va faire mal. Tu dis pas ça à un patient. Aussi, tu dis, il peut y avoir des douleurs assez prononcées. C'est pas obligé, je rassure, parce que quand tu dis ça va faire mal à un patient, tu le conditionnes à ce que ça fasse mal. Et donc forcément, il va s'attendre à de la douleur. Donc moi, j'ai essayé de raisonner, de prendre du recul. Il m'a dit, et de me dire, non, ça va pas faire mal. Il dit ça comme ça, mais en vrai, ça va pas faire mal. Il avait raison. Ça fait mal, ça fait très mal. Et donc ouais, à J1, c'est pas là où j'ai eu les plus grosses douleurs. Il m'a donné comme traitement antidouleur antalgique du Doliprane, forcément comme base. Un anti-inflammatoire qui apparemment marche bien sur les douleurs post-opératoires. Je ne savais pas forcément, du kétoprophène. Et en plus ou moins de l'acupan, qui reste un palier 1, qu'il est possible d'associer avec les deux premiers. Si jamais j'avais des douleurs trop prononcées, apparemment ça marche bien. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, bonhomme, pas de médicaments ici, tu vas pas prendre de Doliprane, tout ça. Quand j'ai vu que j'avais plus les antalgiques qui étaient dans mes veines le soir même, t'inquiète, j'ai pris de Doliprane, j'ai pris anti-inflammatoire, j'ai pas pris l'acupan, du coup j'ai encore jamais testé l'acupan. Mais pour 2 raisons, du coup je me suis dit qu'il fallait que je prenne ces traitements antidouleurs. La première, c'est simplement pour mon confort, pour la cicatrisation optimale. Parce que qui dit douleur dit moins bonne nuit de sommeil. Qui dit moins bonne nuit de sommeil dit moins bonne cicatrisation, forcément. Et aussi parce qu'on sait que lutter contre une douleur, ça peut créer un espèce de cercle vicieux où cette douleur continue de s'entretenir. Et ça crée des douleurs chroniques. Donc il fallait pas que je fasse ça. Donc j'ai pris mon traitement antalgique comme il fallait. Et J2, J3, ça fait encore plus mal. J'ai enlevé le compressif. Donc il restait que les stéristrips et voilà. Et ça faisait pour autant toujours plus mal. Et c'était très œdémacié. Il y avait un énorme hématome aussi. Et quand je touchais, en fait, c'était œdémacié vraiment sur tout le pourtour. Et c'est comme si j'avais l'impression que, à un moment, je me rappelle, je me suis levé, je me suis dit, attends, non, mais c'est pas possible. La hernie, elle est ressortie. Je sens comme s'il y avait la hernie, en fait, sauf que c'était l'œdème des tissus mous, je pense. Mais je sentais comme si l'hernie était de nouveau sortie. Ça faisait mal. Dans ma tête, c'était, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je contacte le chirurgien, je lui dis, écoute, ça va pas. J'ai l'impression que l'hernie est ressortie, qu'elle est en train de s'étrangler, tout ça. J'ai presque un peu psychoté, hein. J'ai pris du recul et j'ai absolument pas fait ça. Et je me suis dit, non, en vrai, c'est normal. Mais j'ai quand même un peu psychoté. Et ou alors, est-ce que du coup, tu tankes, tu endures et tu te dis que c'est normal. Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris un peu de recul, je me suis dit, bon, non, en vrai, c'est normal, on va laisser le temps passer. Si vraiment il y a une urgence, la douleur, elle va continuer de monter, même avec les antalgiques. Et là, je ferai pas le con. Mais là, vous avez entendu Manu craquer ? Bref. Mais là, non. Bref. Donc J2, J3, les douleurs étaient quand même beaucoup plus prononcées. Je pouvais marcher, mais je pouvais pas marcher longtemps. Parce que forcément, avec une opération aussi fraîche, dès que je forçais un peu sur mes abdos, ça faisait mal. Ça mettait en tension les poings, la cicatrice, tout. Donc ça faisait un mal de chien. Ce qui fait que
ma plus grosse peur, c'était d'éternuer. Je pense que à ce moment-là, si j'éternuais, je mourrais. Je sais pas ce qui se passait, mais vraiment, ma pire crainte, c'était de tomber malade ou de faire une réaction allergique à quoi que ce soit. Et du coup, il fallait absolument que je m'empêche d'éternuer. Il y a quelques fois où je voulais éternuer de façon normale dans la journée. Et j'étais là en mode, non, n'éternue pas. J'essaie de contrer l'éternuement. Mais vraiment, en fait, si j'éternuais, je mourrais. Et, euh, et ouais, en fait, je pouvais rien faire. Je pouvais pas forcer sur mes abdos. Euh, Dès que je bougeais un peu, dès que je faisais un mouvement naturel, genre me redresser ou je forçais sur les abdos, bah ça me faisait mal. Donc j'essayais de vraiment bouger avec parcimonie. Et les suites post-opératoires étaient un peu plus fortes que celles de mon ami qui a eu une hernie inguinale, qui a été opérée. Et ça, bah, probablement dû au fait que son hernie était moins prononcée. Donc il y avait moins de choses à faire peut-être. J4, J5, ça allait un petit peu mieux, ça faisait toujours mal, mais je commençais à me dire, ok, mais quand est-ce que je vais plus avoir mal? Pour moi, en une semaine, c'était fini. Et on va dire que il y a un autre truc qui me faisait aussi flipper, c'était l'hématome qui continuait de grandir. Je vais pas vous faire un dessin. Vous savez où s'est positionnée une hernie inguinale et on m'a ouvert, il y a eu des vaisseaux qui continuaient de saigner ou de saignoter, donc forcément ça a fait un hématome sur tout le pourtour. Tout le pourtour. Tout le pourtour. Tout ce qu'il y a autour. Et par effet de gravité, le sang, ça monte pas, ça descend. À votre avis, j'ai eu un hématome où? Je vous laisse 5 secondes réfléchir, même si vous avez déjà la réponse. Excellenté glacial. J'ai eu un... Vous voyez les couilles bleues? Bah, c'était pas une expression. C'était pas une expression chez moi. J'ai eu vraiment un big hématome au niveau de cette partie-là. Et ça faisait flipper parce que ça continuait de grossir jusqu'au moment où j'étais un schtroumpf. Un vrai schtroumpf. J'étais en mode, attends, mais je continue de saigner même à J4, J5, mais on est où? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est normal? Et, euh, et ouais, non, c'était a priori normal. Mais c'était quand même assez bizarre et assez déroutant de voir cette partie-là totalement bleue, comme un hématome. Ça faisait pas forcément plus mal, parce que c'était pas la zone qu'on avait touchée. Hein. Donc c'est pas comme un bleu où t'appuies, ça fait mal. Ça faisait pas mal. Enfin, très peu. Mais c'était impressionnant. Donc voilà, on va dire que j'ai honoré un petit peu l'expression que je vous ai précédemment dite. Et là, c'est en train de disparaître. On n'est pas encore à 100%, mais c'est en train de disparaître, donc je suis quand même assez content, et au final, ça va. Et donc, J6, J7, j'avais encore un peu mal, on va dire. Légère amélioration. Je pouvais commencer à marcher, je me rappelle à J5 ou J6, je suis allé faire mes courses, donc c'était pas mal. Mais c'était pas encore ça me faisait mal, et bref. Et jusqu'à, là, on est à quoi? On est à J9 ou 10? Je vais vous dire ça, je crois qu'on est à J10, ouais, on est à J10. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J9. On est à J9. Et enfin, je prends plus d'antalgique depuis 2 jours. Donc ça fait plus mal. Enfin, quasiment plus mal. J'ai encore une légère gêne. 1 sur 10. Alors que prime douleur, j'étais un vrai 4 à 5 sur 10. Un vrai. Et donc là, ça va mieux. Je peux remarcher. Hier, j'ai fait 5000 pas. Ça allait. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un peu plus. 7000, 8000, 10 000. Bref, je peux remarcher, même quand je dors, je peux me tourner. Quand je dormais, surtout les 5 premiers jours, 5-6 premiers jours, j'étais obligé de me tourner du côté gauche, du coup, vu que la plaie est à droite, de sorte à ce que le contenu digestif, donc si vous voulez, appuie le moins possible sur la plaie et que ça la mette, enfin sur la cicatrice, et que ça la mette le moins possible en tension, et c'était ma position la plus antalgique, on va dire. Le fait de mettre le moins de pression possible sur la plaie. Et à l'inverse, je pouvais pas dormir du côté droit parce que ça faisait l'effet totalement inverse où tout le contenu digestif poussait et créait de l'hyperpression sur la plaie. Donc voilà. Et donc ouais, la conclusion de tout ça, c'est que aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je pense que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'infection. La plaie est belle, j'ai enlevé le stéristrip et franchement la cicatrice pardon, est vraiment bien faite de fou. J'ai encore un léger œdème, forcément. J'ai encore un peu un hématome très vite fait, mais qui est en train de se résoudre en fait. Je prends plus d'antalgique, donc je suis assez content.
Et comme je vous ai dit, je peux refaire mes pas. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et puis voilà. Next step. J'ai été. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup, il m'a mis en arrêt de travail pendant 2 semaines. Donc, et je pense que c'est. Au début, je me suis dit, ah ouais, 2 semaines. Profiteur, va. Hein. Jamais été en arrêt de travail de ma vie, je crois, ou peut-être une fois parce que j'avais le Covid et à l'époque, il fallait absolument se mettre en arrêt. Euh, mais là, dans ma tête, c'était ah ouais, profiteur un peu, l'argent de la sécu et tout. Dans ma tête, c'était ouais, une semaine, c'est bon, je vais avoir une semaine de vacances en plus. Mais au bout d'une semaine, c'est réglé. Pas du tout. Je pense que c'était très justifié au final 2 semaines. Donc voilà, j'aurais absolument pas pu travailler, c'est sûr. Et next step, reprendre la salle, hein, reprendre le sport. Dans... Je pense que d'ici début de semaine prochaine, je vais essayer de faire des exercices très très légers parce que là, ça commence un peu à me tendre. Je sens que je perds du muscle. Enfin, je perds du volume musculaire, probablement du glycogène, mais ça m'embête quand même. Et, euh, et puis voilà. Et puis, faut compter entre un mois et un mois et demi. Il m'a plutôt dit un mois et demi avant de vraiment refaire les jambes, pouvoir vraiment reforcer comme je voulais. Et au départ, dans ma tête, c'était ouais, non, 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 une semaine c'est bien. Puis au final, je pense que je vais l'écouter parce que j'ai simplement pas envie qu'il y ait de récidive. En tout cas, j'ai envie de limiter le risque de récidive. Et donc voilà. Voilà où on en est. Si j'avais des conseils, du coup, si. Ça, c'est purement mon histoire, on va dire. J'ai parlé en tant que mi-médecin, mi-patient pour cette vidéo. Si j'avais des conseils, si je parlais à un jeune homme qui a du coup une hernie inguinale, déjà, c'est ok, mec. Il n'y a pas de. Enfin, ça peut paraître un peu gênant vu que c'est à côté des organes génitaux. Comme j'ai dit, la physiopathe, elle est pas très ragoûtante. Voilà. Mais c'est pas grave et c'est normal. C'est fréquent, ça arrive à beaucoup d'hommes. Ça arrive à quelques femmes aussi. Et c'est pas un truc. Enfin, franchement, c'est ok. Donc t'as pas à complexer là-dessus. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai envie de dire, peu importe ton âge et peu importe là où tu te situes, c'est toi qui vois. Comme tu sais, c'est très peu grave. Il y a quasiment aucune chance que ça se complique. Mais si tu sens que ça te fait mal, si tu sens que ça te gêne beaucoup, si ça progresse vite, si c'est vraiment très embêtant pour toi parce que esthétiquement ça te gêne énormément, tu sais que tu as la possibilité de te faire opérer et pour ça, je te conseille d'aller du coup en parler à ton médecin qui pourra te conseiller de la meilleure des façons et t'orienter vers le bon praticien pour peut-être organiser une opération. Et j'espère t'en avoir appris un petit peu plus sur les différentes possibilités possibles et sur aussi mon ressenti en tant que du coup médecin-patient. Et puis, voilà, et si jamais ça ne te gêne pas, si jamais ça fait partie de toi, ça progresse pas très vite, elle est pas tout le temps présente, elle te fait pas mal, te gêne pas, t'es ok avec, tu sais qu'il n'y a pas vraiment d'urgence et tu sais que tu peux très bien vivre toute ta vie avec et qu'il n'y aura pas forcément de soucis. Mais encore une fois, je pense que le maître mot de tout ça, c'est de t'écouter et, et puis de t'informer comme tu l'as très justement fait et puis tu peux te remercier pour ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous en parler, c'est un truc que j'en ai jamais parlé, hein. Même à mes parents ou quoi. C'est quand même assez intime. Encore une fois, il y a le fait que ce soit à côté des organes génitaux et tout. Enfin, bref, c'est assez intime, ça touche l'intimité. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et de prendre la parole pour tous ces jeunes hommes, parce qu'encore une fois, c'est super fréquent. Si c'était, je sais pas si j'en aurais parlé, si c'était une personne sur 10 000, j'aurais juste gardé ça de façon anecdotique. J'ai eu ça, et puis voilà. Mais là, c'est super fréquent, et je pense que cette vidéo, elle est d'utilité publique. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de la faire. Et puis aussi pour conclure un peu cet arc de ma vie, on va dire, où j'ai passé 15 ans à avoir ce truc et à vivre avec plus ou moins bien. Donc voilà, et en tout cas j'espère que tu as passé un bon moment, que tu en ressors avec des bonnes infos. Et puis voilà, on est un peu plus proches tous les deux maintenant. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner si jamais ce n'est pas déjà fait et que tu ne me connais pas. Tu peux liker, tu peux poser tes questions en commentaire aussi, j'y répondrai. Je réponds globalement à tous les commentaires YouTube. Et puis voilà. Si jamais tu es étudiant en médecine, j'en profite. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Premièrement, il y a tout un tas de ressources gratuites que je vous mets à disposition pour gérer votre stress, générer des QCM à partir de votre cours,
pour pouvoir faire la méthode des J, pour des exercices de motivation, bref, ce genre de choses. Il y a tout un tas de ressources que tu peux trouver en cliquant sur un seul lien en description que je te mets. Et voilà, tu peux les récupérer. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Deuxièmement, il y a aussi mon serveur gratuit Discord Santé en Santé, des étudiants en santé. Je pense le meilleur serveur Discord de France des étudiants en santé. On est plus de 5000 à l'heure où je vous parle. Et on révise ensemble tous les jours, on se pose des questions, tout ça. Donc franchement, c'est super cool. La communauté est très active et très motivée. Et je suis très très content de Santé en Santé. Donc voilà, si jamais tu te sens seul, si tu as besoin de connecter avec des gens, de poser des questions, de réviser en BU virtuel où tu mets ta caméra et te motiver avec d'autres personnes, bah tu peux. Et puis, troisièmement, si jamais tu es un étudiant en médecine ou en santé et que tu souhaites me confier en partie ta réussite scolaire, académique et personnelle durant tes études, eh ben, tu peux, pourquoi pas, candidater à mon accompagnement personnalisé qui s'appelle La Régène, où on prend des étudiants, peu importe d'où ils partent, et où on essaye, en tout cas on arrive souvent à les rendre excellents, et ça de sorte à ce qu'ils puissent, comme je te l'ai dit, réussir autant du point de vue académique que personnel, à être épanouis. Et donc voilà, on travaille sur la méthodo, le bien-être physique, le bien-être mental, la méthodologie, la motivation, la discipline. Bref, on prend tout ça et on fait en sorte que tu sois une machine de productivité et que tu te sentes bien dans nos études. Voilà. Les amis, je pense que cette vidéo touche à sa fin. C'était un pur plaisir de vous parler. Et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, c'était Glacé à tous.